Bienvenue à tous, Terres et Vignes de l'Aube, spéciale Foire de Châlons aujourd'hui. Nous sommes en plein cœur d'un événement régional, d'un événement national, la deuxième foire agricole de France. La Foire de Châlons, c'est aussi un espace de rencontre pour le monde agricole au bois. Et du coup, c'est l'occasion de faire un zoom sur l'agriculture auboise, de faire un premier bilan de cette année 2016, mais aussi de montrer des perspectives d'avenir. Et vous voyez sur ces images, c'est quand même un sacré événement qui rassemble plus de 250 000 visiteurs par an. Avec nous sur ce plateau, Didier Marteau, le président de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Un mot tout d'abord sur la Foire de Châlons. Lorsque la région s'appelait Champagne-Ardenne, c'était déjà un événement important. Maintenant que nous sommes le Grand Est, c'est encore plus important, si je puis dire. Oui, évidemment. Et en plus, c'est une belle vitrine pour le monde agricole, pour la ruralité, et puis pour se retrouver, pour échanger, pour je crois comparer aussi nos différents systèmes. Et avec le Grand Est, ça enrichit le débat, je pense. Bilan et perspective, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Didier Marteau, on va faire tout d'abord le point sur cet été qui n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Les vendanges risquent de ne pas être très bonnes, la moisson non plus. Je vous propose de regarder le reportage de Christian Viera sur ce sujet et ensuite vous interviendrez. Reportage. Si ces grains sont encore trop humides pour être collectés, pour Christophe Aubry et toute une génération d'agriculteurs, le bilan de la moisson 2016 est déjà fait. La moisson est mauvaise. Une production diminuée de moitié cette année par rapport à 2015 et d'à peu près 40% par rapport à une moyenne décennale. On peut donner un chiffre, on dirait que dans l'Aube, il y a à peu près une centaine d'exploitations qui risquent effectivement d'arrêter leur activité. Depuis 1945, je n'ai jamais vu une année aussi catastrophique. Cette moisson catastrophique résulte de la météo. Hiver doux, gelée tardive de printemps, mai-juin pluvieux ont favorisé le développement des parasites, des maladies et d'une mauvaise fécondation des grains. En fait, en moyenne, dans des épis de blé, on dénombre à peu près 40 grains. Cette année, sur les comptages que j'ai fait avant récolte, on était plutôt à 30, voire en dessous. Les grains normaux, on va dire, c'est ça. Et puis les grains mauvais, beaucoup plus petits, juste des enveloppes. Là, comme ça. Dans ce marché mondialisé, seule la filière française est concernée. Si ces difficultés devraient passer inaperçues pour les consommateurs, ceux qui dépendent des activités agricoles devraient être impactés. On va arriver sur la prochaine récolte déjà avec des trésoreries très mal en point. 10 millions de tonnes de blé en moins vont être produites en France. L'Aube, terre de prédilection pour cette culture, va être particulièrement affectée. Autre secteur affecté par les aléas climatiques de 2016, le vignoble de la Côte des Bars. Voilà ce qui aurait pu être un beau raisin, voilà ce qu'il est devenu. Et là, je m'aperçois qu'il n'y a plus rien du tout. Des plants sans aucune grappe. Cette année, les vignerons de la zone d'appellation Champagne peuvent vendanger 10 800 kg par hectare. Jean-Louis espère frôler les 3 000. D'autres vignerons sont encore plus mal lotis. Certaines communes annoncent aujourd'hui des rendements aux alentours de 1 500 kg sur des communes complètes. De la Côte des Bars est le plus touché des vignobles champenois. 4000 hectares ont été gelés à 100%. Donc au départ, on part déjà avec la moitié du potentiel de récolte. Donc pour les élaborateurs, grandes maisons qui utilisent le pinot noir, parfois majoritairement dans leurs assemblages en venant s'approvisionner ici, ça posera de toute façon des problèmes, c'est une évidence. La tension est déjà là pour les viticulteurs de la Côte des Bars, comme Jean-Louis qui va surveiller le peu de raisins restants jusqu'aux vendanges. Didier Marteau, un été difficile. Oui, très difficile et en plus qui touche toutes les filières. L'élevage, ça c'est récurrent parce qu'on sait bien les problèmes du prix de lait, de la viande, de maîtrise de production avec des inondations au printemps, la sécheresse maintenant, problème d'alimentation. La viticulture, pour les raisons, c'est-à-dire moitié de la récolte, 100%. On a 8000 hectares, 4000 hectares détruits à totalité par le gel. Et puis les grandes cultures, c'est un effet qu'on n'a jamais connu. 40 ans que je suis exploitant et j'ai jamais vu ce type de récolte. C'est ce que disait notre témoin. Où le potentiel était là en plus. Il y avait tout pour faire une belle récolte. Malheureusement, gel très tôt qui a gelé en épi. Donc les fécondations ne sont pas faites. Après, attaque de maladies. Ce qu'on essaie de maîtriser, que les gens ne comprennent pas toujours lorsqu'on utilise des produits pour les maîtriser. Et on n'a même pas pu maîtriser avec l'excès d'eau. Et puis derrière, voilà, c'est un ensemble de faits qui fait qu'on n'est même pas la moitié d'une récolte normale, avec une qualité qui est aussi très mauvaise. Il y a une récolte mondiale qui est très bonne, ce qui fait qu'on a une conjoncture de prix bas et de rendement bas.
qui est très rare et qui fait qu'en effet le monde agricole traverse un moment difficile. Dans ces cas-là, la capacité de réaction et la solidarité sont essentielles. Est-ce qu'il y a déjà des pistes d'action envisagées pour faire passer ce coup dur? Il y a plusieurs pistes. On a personnellement interrogé les différents partenaires. C'est l'Europe déjà, parce qu'elle peut peut-être jouer. La France, l'État, a un rôle aussi d'accompagner. La région, qui a déjà annoncé qu'elle essaierait de débloquer. Après, à nous de proposer des solutions. Bien sûr, dans le département, toutes les organisations. On a une réunion des présidents que j'ai programmée pour le 22, une rentrée le 5, la préfète et l'administration qui me recevra avec un certain nombre de dirigeants la semaine prochaine. On essaye de mobiliser tous les moyens et puis je pense que chaque organisation, et on va faire le point, c'est la réunion des présidents, avec ce que chaque organisation va mettre en place pour accompagner de son côté ses propres clients. Voilà, on va essayer de faire tout ça pour ne pas laisser d'agriculteurs au bord de la route et pas seulement que des agriculteurs. Je pense aussi à des organismes économiques qui peuvent être en difficulté parce qu'il faut faire tourner les outils, les meuneries, les malteries, les concessionnaires qui vendent des machines qui ne vendent plus rien. Il y a des gens qui peuvent être aussi en grande difficulté dans nos organismes paragricoles. Au-delà des difficultés conjoncturelles, quel message d'avenir vous voudriez faire passer aujourd'hui? Je ne suis pas non plus catastrophé parce que malheureusement ça fait partie du métier, il y a un risque du métier qui est assurable en plus, je le redis, parce que je suis personnellement assuré, j'ai une marge de 25%, mais au-delà de 25% et je suis à 60% de perte, je vais compenser. Et ça, c'est la possibilité que certains ont pris, pas tous, et ceux qui ne l'ont pas pris, ça va être un peu plus compliqué. Les vignons ont possibilité de faire des réserves, ça c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire chaque année ils peuvent mettre une quantité qu'ils bloquent, c'est vraiment un truc extraordinaire. Certains ne l'ont plus parce qu'ils avaient déjà des années où des jeunes qui s'installent ne l'avaient pas. Donc on essaie de trouver des solutions pour accompagner, et chaque cas est particulier. Donc on a une cellule qui s'appelle Réagir pour accompagner les agriculteurs qui vont rencontrer des difficultés. Le principal c'est de les déceler et c'est qu'ils viennent auprès de nous. On n'est pas là pour les juger, on est là pour les aider, les accompagner, les conseiller et éventuellement peut-être orienter ces agriculteurs vers d'autres pistes. Pourquoi pas s'arrêter avec de la formation, avec du conseil, voilà. Alors au-delà de ce présent, on va également parler d'avenir dans cette émission et on va parler des filières encourageantes qui vont évidemment être très intéressantes dans les années à venir. Avec nos invités sur ce plateau et avec vous Didier Marteau, on va parler des domaines de l'agriculture, de nouveaux domaines très prometteurs. Il y a par exemple le chanvre, c'est une culture où l'Aube a de l'avance. Pour bien comprendre ce qu'est le chanvre et à quoi il peut servir, je vous propose de découvrir ce reportage de Christian Vieira. Les 5000 hectares de chanvre de l'Aube servent aussi bien pour l'isolation, les matériaux composites ou l'énergie. À Fauvilserre, Patrick le cultive depuis 1999. Dans cette plante, on exploite deux parties essentiellement. Donc la partie haute, la graine, et la partie basse, la tige. Avant d'être utilisée, toute une filière de production de chanvre a été mise en place. Elle se compose des agriculteurs, des collecteurs, des transformateurs et des pôles de recherche. Premiers concernés, les agriculteurs, pour qui cette plante possède de multiples avantages. Il n'y a pas beaucoup d'intervention dans la culture. On la sème et on n'a pas de désherbant, pas de fongicide, pas d'insecticide. Au niveau économique, c'est une plante intéressante. Alors, ce qui est favorable pour la plante, un sol calcaire. Le climat est favorable aussi à la récolte à l'automne. Dans l'Aube, Vivessia collecte les graines, ses débouchés, les graines pour oiseaux, des appâts pour pêcheurs, des compléments alimentaires et de l'huile de chanvre. Ici, à Bar-sur-Aube, le transformateur se nomme la chanvrière de l'Aube. Les agriculteurs y déposent au fur et à mesure la paille qui est broyée et décomposée en 3 éléments. D'abord, on voit apparaître les faisceaux de fibres qui sont sur l'extérieur de la tige. Et puis la partie chènevotte, qui elle est la moelle du chanvre. Donc l'intérieur, c'est elle qui véhiculait la sève lorsque le chanvre était vert et qui en fait une particule très absorbante et à la fois isolante. Alors on récupère 3 éléments différents, donc la fibre d'un côté, la chènevotte de l'autre, et puis les tout petits morceaux qui ne peuvent pas être commercialisés en tant que tels, eh bien ils passent dans ce qu'on appelle la poudre chez nous. L'atelier numéro 2 se charge d'affiner le traitement des fibres. On sait que pour la plasturgie par exemple, il va falloir des fibres très courtes, de l'ordre de 2 à 3 mm. Pour le secteur automobile, on va aller de 60 à 100 mm par exemple. Cet atelier permet de nous adapter à la demande de ces clients-là. L'atelier numéro 3 permet, quant à lui, d'empaqueter la chènevotte. Pour les litières pour les animaux par exemple, des petites balles de 1,5 kg, 3 kg, 7 kg, 10 kg. Pour les jardineries animaleries, c'est le chanvre
que vous trouvez dans les animaleries pour les petits cobayes, les cochons d'Inde et autres lapins. Enfin, la poussière, dite la poudre, est transformée en briquettes. Qui serviront de biomasse énergie à nos clients, soit pour la brûler, soit pour la méthaniser. Afin de proposer ces éléments, la filière compte sur un pôle recherche et développement, direction la Technopole de l'Aube, à Troyes, au 2e étage. Une recherche pour les producteurs, orientée pour la production agricole, donc gérée par le CETIUM, et une recherche pour les industriels, la transformation, donc gérée par Fibre Recherche Développement. Dans les mêmes locaux, on est basé dans les mêmes locaux. Il y a une très forte variabilité au niveau des rendements entre les parcelles dans un même bassin de production. Donc le but, c'est d'essayer de trouver des solutions pour améliorer les rendements, les stabiliser. Parce qu'il y a une usine à approvisionner. Si on part sur une surface et où il y a des chutes de rendement, mais là forcément ça pose des soucis. Depuis l'Aube, le CETIUM pilote 12 agents partout en France. Chaque année, l'ensemble de la filière se réunit afin d'améliorer le cycle de production. Didier Marteau, on le voit dans ce reportage concernant le chanvre, il y a quand même des débouchés extrêmement importants. Oui, pendant longtemps, on était dépendant d'un seul débouché qui était la pâte à papier, ce qui était très fragile, puisque 95-98% allaient sur la pâte à papier et vous l'utilisiez sans le savoir, en fumant et en manipulant la monnaie. Alors à part que l'euro est fait avec du coton et le dollar avec du chanvre. Ça, c'est des incompréhensions. Mais bon, c'était les débouchés principaux. Et on a essayé de diversifier, de chercher de nouveaux débouchés pour être moins dépendant de ces deux filières ou de cette filière. Et on a trouvé surtout en plasturgie pour remplacer dans les plastiques, et ça le rend bien plus solide, d'ailleurs les plastiques bien plus solides, dans les pièces automobiles, tout ce qui est coque de voiture, tout ce qui est tableau de bord, maintenant on peut faire quasiment et remplacer l'ensemble du plastique. Les gouttières aussi, tout ce qui est porte-fenêtre, etc. Donc il y a des débouchés immenses. Après c'est un problème de compétitivité où il faut qu'on soit très bon pour arriver à rentabiliser. Alors ça fait plusieurs années que l'on parle du chanvre dans l'Aube. Est-ce qu'on peut dire maintenant que la filière est en train de prendre sa vitesse de croisière, que ce n'est plus une filière d'avenir mais du présent quelque part? C'est du présent, oui. Voilà. Et la chanvrière, elle a 40 ans. Donc elle est à maturité. On est en train de construire un nouveau bâtiment dans la plaine, plutôt hors d'une ville parce qu'on avait des gros soucis, pour développer les nouveaux débouchés, pour être encore plus performant, plus près de la zone de production, éviter les transports. Et surtout, se développer, puisqu'on a quasiment 50% de la surface nationale qui est faite dans l'Aube et dans la région, transformée par la coopérative chanvrière. Donc non, c'est une entreprise aujourd'hui qui a trouvé sa vitesse de croisière, qui est en maturité, même en développement, avec de belles pistes, y compris sur l'huile, y compris sur la chènevotte, les deux autres matériaux qui sortent. On a vu dans le reportage. Merci. On continue notre tour d'horizon des filières prometteuses dans l'agriculture auboise, dans cette émission spéciale Foire de Châlons, avec la lentille, autre filière encourageante, et avec vous, Georges Lemineur. Vous faites partie du groupe Soufflet, vous êtes chef de région sur la Bourgogne. Vous faites partie également d'un groupe de travail sur les lentilles au sein du groupe Soufflet. La lentille, une filière très encourageante, mais si je joue au naïf, je dirais qu'on cultive la lentille depuis l'Antiquité quelque part. En quoi les lentilles sont-elles une filière d'avenir ? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, la culture de la lentille et la filière est en train de se développer dans la mesure où la lentille elle-même devient de plus en plus tendance, étant une protéine végétale. On retrouve cela, par exemple, au niveau des consommations à la maison, mais également au niveau des consommations sur la restauration hors foyer. Et les industriels ont d'ailleurs très bien compris cela. On a vu apparaître ces dernières années de nouveaux produits, au-delà du simple paquet de lentilles de 500 grammes habituellement commercialisé. On retrouve maintenant des salades de lentilles prêtes à consommer. On retrouve des sachets micro-ondables avec donc la possibilité de faire un repas en quelques minutes. La lentille est donc, cette consommation est en voie d'expansion. Est-ce que c'est un phénomène français, européen ou voire mondial ? C'est un phénomène qu'on retrouve, qu'on mesure essentiellement sur la zone que nous connaissons en France. La lentille, par ailleurs, est très consommée sur des territoires comme l'Inde, par exemple. Alors, sur le plan agronomique, en quoi la lentille est une plante intéressante ? Sur le plan agronomique, la lentille, c'est une légumineuse. Par rapport à cela, donc, il n'y a pas besoin d'apporter d'azote. C'est une culture qui offre une certaine diversification aux agriculteurs qui n'en ont que très peu au travers des sols céréales jusqu'à présent. C'est une culture de printemps qui est assez peu exigeante
et qui est bien adapté pour des sols calcaires, filtrants, comme ceux que l'on peut avoir dans la région. On peut dire que pour l'agriculteur, c'est aussi une culture rémunératrice par rapport à d'autres cultures, assez intéressante? Absolument, dans le sens où la culture de la lentille est développée essentiellement sous forme contractuelle, avec donc des engagements tarifaires qui sont définis à l'avance. Et à la différence de ce qu'on connaît actuellement sur le blé ou sur d'autres cultures, on n'aura que très très peu de variabilité, ce qui assure des chiffres d'affaires hectares connus dès le départ, pour peu que les rendements soient au rendez-vous, et depuis quelques années ils le sont. Au sein du groupe Soufflet, où vous produisez ces lentilles? Quelle est la chaîne de production, si je puis dire? Ça part d'où? Alors, chez Soufflet, nous avons le bénéfice d'avoir une usine située à Valenciennes qui traite les riz et tous les légumes secs en général. Cette usine travaille en particulier les lentilles, c'est-à-dire les ensache, les vend sous sa propre marque, qui est Vivien Paille, ou bien les vend sous différents canaux de commercialisation. Donc en ce sens, nous avons une maîtrise de la filière du champ jusqu'à l'assiette, puisque chez Soufflet Agriculture, nous accompagnons les agriculteurs pour la production avec nos techniciens et nos technico-commerciaux. Nous collectons les lentilles, nous les nettoyons et nous les emmenons ensuite à l'usine Soufflet Alimentaire tout au long de l'année pour qu'elles soient en sachet. Les plats cuisinés qu'on a vus dans les images et puis également ces sachets, ils se vendent un peu partout dans la grande distribution, dans des... Oui. Dans des les endroits schémas un de peu multiples. commercialisation se font dans la grande distribution, mais également sous évidemment une sacherie différente en restauration collective. Il y a des marges de progression encore dans les 5 années à venir Alors la marge de progression pour la lentille française existe parce que les industriels dont je parlais tout à l'heure utilisent actuellement essentiellement des lentilles d'import et en l'occurrence souvent chinoises. Or ils veulent du Made in France. Donc la lentille française a de belles perspectives devant elle pour les années qui viennent. Merci beaucoup Didier Marteau, c'est une belle perspective d'avenir également pour l'Aube, ça. Oui, puis il n'y a pas que la lentille, il y en a bien d'autres, des productions comme ça qui reviennent à la mode. C'est des effets aussi de consommation, des effets d'exportation, des transformations de produits classiques qui évoluent vers des produits des fois non alimentaires. Mais peu importe, à la limite, c'est d'avoir des débouchés intéressants. Et puis voilà, ça fait partie de notre pouvoir de s'adapter, d'évoluer et de répondre bien sûr au marché. Une plante moins connue que la lentille ou le chanvre et qui revient à la mode, c'est le sainfoin. En effet, ça a été une idée qui est venue d'une agricultrice qui s'est dit mais il y a des vertus naturelles, puisque à l'époque où j'étais éleveur, jeune agriculteur, j'ai utilisé systématiquement des graines de sainfoin, puisque le sainfoin a des tanins, et ces tanins viennent désintoxiquer, purifier l'intestin de l'animal. Et donc, dans une période où on essaye, dans les productions bio, dans les productions de lait, de chèvre, de mouton, il faut utiliser le moins possible des intoxicants industriels. Ils sont revenus à des productions de sainfoin, à des consommations de sainfoin. Donc c'est un marché nouveau. C'est l'exemple type du marché nouveau. On est à 500 hectares, c'est pas énorme, mais c'est un début, avec des perspectives, des belles perspectives, des demandes que l'on n'est pas capable de fournir, et sur une forme qui est un peu nouvelle, c'est-à-dire qu'on le déshydrate pour simplifier les récoltes. Des productions qu'on commence à maîtriser de mieux en mieux, de la recherche qui se fait en amont pour trouver des nouvelles variétés qui répondent aux exigences de la récolte de luzerne, c'est-à-dire de la récolte de déshydratation, et puis qui peuvent permettre de se mettre en bouchon, c'est-à-dire en compressé, pour pouvoir les exporter facilement. Il peut y avoir plusieurs utilisations du sainfoin? Plusieurs utilisations du sainfoin? Non, pour le moment, c'est dans l'alimentation animale, voilà. Mais pourquoi pas demain, peut-être, avec ses vertus que l'on connaît, rentrer dans l'alimentation humaine. C'est le cas de la luzerne aujourd'hui qu'on utilise parce qu'il y a une protéine qui est très assimilable pour l'humain et qui, en pays tels que l'Afrique, ils reprennent et ils reconsomment ce genre. On n'est pas encore là, c'est qu'une petite filière qui démarre, mais on a obtenu l'agrégation, je viens d'avoir la réponse d'un GIE national qui va permettre de mettre des moyens supplémentaires et ça va aider au développement. Il est évident que c'est une belle perspective nouvelle et qui permet de diversifier. Ce que j'ai trouvé intéressant dans les lentilles, dans le sainfoin, dans le chanvre, ça sort des grandes cultures et dans des années comme cette année, lorsqu'on met un peu de tournesol, un peu de betterave, un peu de pommes de terre, un peu d'autres cultures, on ne concentre pas tous les œufs dans le même panier et ça permet de se sortir un peu mieux d'une année difficile pour les céréales.
Dernière étape de notre tour d'horizon des filières agricoles d'avenir dans l'Aube. Nous allons parler du soja avec vous, Jean-Olivier L'Huissier. Vous êtes directeur des activités agricoles chez Vivessia. Le soja, c'est une culture qui connaît un regain d'intérêt. Oui, effectivement, c'est une culture qui aujourd'hui retrouve tout son intérêt. Premièrement, elle est portée par le marché. Près de 5 millions de consommateurs aujourd'hui en France consomment des substituts de produits au lactose, très souvent parce qu'ils sont allergiques au lactose. C'est un marché qui connaît une croissance intéressante. Très souvent, les protéines végétales sont associées aux protéines animales. Et c'est une culture qui réellement présente un intérêt agronomique, puisque, au même titre que la lentille, c'est une légumineuse, une plante qui capte l'azote de l'air, qui se suffit à elle-même en termes d'azote. C'est aussi et surtout une plante qui constitue un excellent précédent pour les céréales qui vont lui succéder. C'est une plante qui est plus que portée par le marché aujourd'hui. C'est une plante que nous ne pouvons pas installer sur toutes les zones de culture. C'est une plante qui présente tout son intérêt, notamment dans des zones argilo-limoneuses, argilo-humiques. Ce n'est pas une plante qu'on ira installer en Champagne-Crayeuse dans un pH 8, mais c'est une plante qui, dans beaucoup de situations, peut réellement amener de la diversification dans les assolements. Et de la diversification, ça veut dire très souvent des pressions parasitaires amoindries. Ça veut dire réellement aussi des consommations de moins d'intrants. C'est une plante qui a aussi beaucoup de vertus environnementales. Et dans ce contexte où en France on recherche notamment des sojas sans OGM, c'est aussi un marché qui là trouve toutes ses vertus et toute sa place. Vous avez ici quelques gousses de soja qui malheureusement ont souffert de la belle température que nous avons aujourd'hui. On sait que c'est la canicule un peu en ce moment, mais je ne voyais pas le soja comme ça, pour tout vous dire. C'est incroyable ce que la transformation amène, forcément. C'est une culture rentable sur le plan économique? C'est aujourd'hui, lorsqu'elle est installée dans des zones favorables à son développement, c'est aujourd'hui effectivement une zone qui peut offrir à l'agriculteur une marge brute tout à fait intéressante et qui peut prendre réellement la place dans l'assolement des exploitations de nos départements. Où en est le développement du soja? Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment est en train d'avoir une progression exponentielle, ou est-ce que c'est au fil des années? Nous sommes aujourd'hui tant sur le marché des lactoremplaceurs que sur le marché des protéines végétales associées aux protéines animales. Vous en retrouvez aujourd'hui énormément, notamment sous forme de steak associés à des protéines animales. C'est aujourd'hui très souvent sur ces deux marchés des croissances à 2 chiffres que nous observons chaque année. Au sein de Vivessia, comment vous faites pour développer le soja? Bien, écoutez, tout d'abord, nos services agronomiques travaillent maintenant depuis de longues années cette culture. Je rappelle que c'est une culture qui n'est pas complètement nouvelle, qui avait trouvé une première fois sa place il y a une vingtaine d'années dans nos zones et qui refait aujourd'hui son apparition dans nos cultures, parce que nous travaillons des variétés qui présentent des profils variétaux, des profils de rendement plus intéressants. Et le soja reprend aujourd'hui toute sa place. Et les expérimentations faites aujourd'hui dans nos services agronomiques confirment réellement, comme je l'ai dit précédemment, cet intérêt. Didier Marteau, là encore, une bonne idée, une bonne piste de travail. Oui, parce que ça fait partie aussi des plantes qui s'alimentent en azote toutes seules et qui la restituent. Et pour l'année suivante, c'est aussi des gains d'économie d'engrais. C'est une plante qui, en effet, diversifie comme le chanvre, où il n'y a aucune intervention chimique. C'est quand même dans les éléments qu'on essaye de développer et de renforcer, de vulgariser. Et c'est plus facile de faire du blé, mais c'est aussi cet ensemble de production qui va permettre peut-être de trouver des nouveaux systèmes, des nouveaux assolements qui répondent un peu aussi à la demande du moment, c'est-à-dire trouver des alternatives au tout blé, au tout orge ou colza. C'est des têtes d'assolement, c'est-à-dire qui permettent de faire une culture de blé après, et amène aussi une rupture dans la rotation des insectes, des maladies, des mauvaises herbes, qui alternent les cultures d'hiver et de printemps, du tas d'éléments que, en tout cas, nous, responsables agricoles, on essayé d'encourager pour répondre au marché et aussi aux techniques culturelles. Ça fait 2 mois que dans l'actualité, on ne parle que de l'agriculture sur un plan négatif. Et quand je vous vois là, que vous parlez de vos métiers, il y a de la passion et puis il y a de l'optimisme. Vous êtes optimiste pour l'avenir? Oui, effectivement, même si au sortir d'une année fortement décevante comme celle-ci, je pense qu'il faille réellement rester optimiste. Nous sommes sur des marchés qui restent porteurs, avec des consommations qui restent croissantes. L'agriculture a toute sa place. Et effectivement, surtout, et c'est aussi le charme de ce métier, que de se renouveler régulièrement, regardons devant.
et voyons positivement l'avenir. Georges Lumineur parle. Même constat? Tout à fait. L'agriculture a connu dans le passé des hauts et des bas. Cette année, effectivement, l'agriculture auboise et l'agriculture en général va prendre une douche froide, mais il faut regarder devant, il faut construire demain dès aujourd'hui, parce que demain, on aura encore besoin de l'agriculture. Nous avons tous besoin, effectivement, de nos productions agricoles. Didier Marteau, le mot de la fin, on va... Deux mots. Le premier, c'est qu'il faut accompagner cette période difficile, mais on va le faire. Et le second, c'est que c'est aussi dans les périodes difficiles qu'on charge des nouveaux systèmes et qui peut redonner de la dynamique. Je l'ai vu dans les années où on a connu la crise de la vache folle. On est obligé de retrouver de l'identité, des marchés plus courts. On s'est remis en cause et on s'en est sorti. Donc moi, je suis très optimiste pour l'avenir parce qu'il y a de belles perspectives. En tout cas, je suis un témoin depuis 10 ans de Terres et Vignes de l'Aube. On voit toujours une grande famille qui innove constamment. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission spéciale Foire de Châlons et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Terres et Vignes de l'Aube. Au revoir. Lundi 17h45, 22h.